Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. En voici les grandes articulations. Conclave des acteurs portuaires sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. L'atelier s'est ouvert à Grand Popo et permettra de trouver des mécanismes pour dynamiser le secteur et le mettre à l'abri des pirates. L'UNICEF et la mairie de Soava ensemble pour vaincre les maladies de l'enfance. Une caravane de sensibilisation sur l'importance de la vaccination de l'enfant et de la femme enceinte vient d'être lancée. Le FNPEJ à la rencontre des jeunes artisans. Place est faite aux opportunités offertes par ce fonds. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur non homologués doivent passer des examens nationaux pour la validation de leur diplôme. Les choses se mettent en place en ce qui concerne l'organisation des 10 examens. Koudous Abdoulaye a reçu hier dans l'édition de 20h le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur à ce sujet. Suivons un extrait de ses propos. Les établissements d'enseignement supérieur privés qui délivrent des diplômes, il n'y en a que 52 sur plus d'une centaine qui fonctionnent sur le territoire national qui ont la co-signature. Eh bien, les autres, parce qu'ils n'ont pas rempli les formalités pour atteindre la co-signature, ne sont pas concernés. Donc, tous les étudiants qui sont dans les autres établissements ne peuvent pas bénéficier donc de diplômes reconnus par l'État. Pour l'obtention de la licence professionnelle, pourquoi ces frais sont-ils fixés à 25 000 francs CFA? On n'a inventé rien de nouveau. Ce sont les frais que l'on percevait pour la co-signature. On n'a pas inventé quelque chose de frais nouveaux. L'État mobilise pour chaque étudiant chaque candidat, dans les environs de 50 000 pour organiser les examens. On leur demande juste une participation de 25 000 pour l'organisation matérielle. Les inscriptions ont commencé et on a déjà près de 1500 personnes qui, à la date d'aujourd'hui, se sont déjà inscrits. Et tout cela va dans leur intérêt parce que c'est quand ils se seront inscrits et qu'ils auront passé cet examen qu'ils pourront avoir disons, l'opportunité d'utiliser ces diplômes validés pour aller aux concours nationaux, mais en même temps, ça ne leur ferme pas du tout l'accès à la mobilité, comme disent donc les détracteurs un peu de cette mesure. La sécurité maritime dans le golfe de Guinée est au cœur d'un atelier qui a démarré hier à Grand Popo. Pendant 2 jours, il sera question de trouver des mécanismes pour dynamiser le secteur de la sécurité maritime et éloigner définitivement les pirates du golfe de Guinée. Reportage Ghislain Kouguet. Dynamisation du secteur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, défis et perspectives. C'est le thème principal qui a réuni ce jeudi hommes de la marine militaire béninoise et autres experts de la sécurité maritime. L'objectif principal du séminaire est de contribuer efficacement à la réflexion sur la stratégie maritime de sécurité dans le golfe de Guinée et de faire des recommandations à l'endroit des acteurs de la dite stratégie. À la cérémonie d'ouverture des travaux, l'accent est mis sur l'importance géostratégique et surtout économique des eaux territoriales pour un pays. Les océans regorgent de toutes sortes de richesses, dont notamment une grande partie de la réserve alimentaire de toute l'humanité, mais les mers et océans assurent aux États des facteurs de souveraineté, voire de grandeur, et dans une certaine mesure des facteurs de puissance. Pendant 2 jours, on étudiera les enjeux de la dynamisation du secteur, la stratégie nationale de sécurité maritime et la nécessité de l'adhésion et de la collaboration des acteurs. Pour le chef du cabinet militaire du président de la République, la piraterie maritime pourrait impacter négativement le développement du Bénin. Dans le golfe de Guinée et dans les eaux béninoises spécifiquement, la recrudescence des actes de piraterie pourrait constituer un frein pour le développement et une menace importante à la sécurité maritime et pourquoi pas à la souveraineté tout simplement. D'autres acteurs de la sécurité maritime vont plus loin. La mer et les océans sont l'avenir. L'avenir, mais aussi notre assurance vie.
d'où l'utilité du présent séminaire. Il est co-organisé par le cabinet militaire du président de la République et l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer, avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer. La migration humaine, c'est le déplacement des populations d'un lieu à un autre. Même si cette pratique est souvent source de conflits, elle présente également des avantages. L'Agence nationale des migrations de la diaspora, en partenariat avec la coopération suisse, a initié un dialogue national pour réfléchir sur la question. Précieuse à Kwehonou, Dine Bouraïma. Ce séminaire est une occasion pour les participants de réfléchir et de proposer des actions concrètes pour une politique de migration favorable au développement de notre pays. Cette rencontre vise à faciliter et renforcer une compréhension commune des enjeux et défis de la migration pour le Bénin, faciliter la mise en place d'un réseau dynamique des parties prenantes pour une meilleure gouvernance de la migration au Bénin. La migration est un phénomène ancien perçu dans la tradition commune comme négatif. Et pourtant, elle offre des atouts considérables. La vocation d'un jeune Guinéen, d'un jeune Sénégalais, d'un jeune Ghanéen, voire d'un jeune Béninois, parce qu'il arrive qu'il y ait des Béninois dans ces flux vers l'Occident, n'est pas de mourir en Méditerranée. C'est de pouvoir utiliser leur force, leur intelligence pour contribuer à ce que j'appelle un nouvel essor. C'est pour cela qu'il est important de prendre la pause, de réfléchir, d'accompagner ce que le gouvernement, ce que des chercheurs pensent mettre en place pour que la migration soit plutôt un atout. Cet atelier, prévu pour durer 2 jours, s'articule autour de 3 communications, entre autres la collaboration pour une gouvernance optimale de la migration et réalité migratoire du Bénin. Conférence de presse ce mercredi à Boycon sur les effets néfastes de la transhumance. La Fondation Fondoigny en fait une véritable préoccupation. Elle a réuni les hommes des médias pour de plus amples informations. Gilles Dansou et Aurel Aklogan nous en parlent. La transhumance transfrontalière au Bénin, un phénomène qui a la peau dure malgré les dispositions prises pour l'endiguer. Les couloirs de passage sont bien tracés et la sensibilisation ne manque point. Cette conférence de presse vise à attirer l'attention des uns et des autres sur ce phénomène. En effet, les dispositions réglementaires de notre espace communautaire, CEDEAO, UEMOA, garantissent la libre circulation des personnes et des biens. À ce titre, des troupeaux entiers de bœufs traversent chaque année le territoire national de part et d'autre à la recherche de pâturage. Ils dévastent tout sur leur passage. Ils laissent derrière eux ruines, pleurs, colère, perte énorme de produits vivriers lorsqu'on n'a pas de perte en vies humaines à déplorer. D'année en année, la situation devient alarmante et devrait interpeller tous les compatriotes soucieux de préserver la sécurité physique, la sécurité morale, la sécurité alimentaire des populations. La Fondation Fondoigny tire la sonnette d'alarme. Elle voudrait en appeler à la responsabilité de tous les acteurs concernés par le phénomène de la transhumance frontalière. D'abord, l'État lui-même, on dit souvent que la sécurité est la première redevance de l'État aux citoyens. La transhumance, un phénomène à réglementer pour le mieux-être de chacun et de tous. Atelier de dissémination des résultats du sondage sur le genre et la tolérance sociale. L'initiative est de l'Institut de recherche empirique en économie politique et d'Afro-Baromètre pour permettre aux décideurs de mieux élaborer leur politique publique. Ulvaeus Balogun, Patrick Gbeno.
Les Béninois sont-ils tolérants les uns envers les autres? Afrobaromètre et l'Institut de recherche empirique en économie politique répondent par l'affirmative. 72% des Béninois aimeraient avoir pour voisins des personnes de religions différentes et 68% pour voisins des personnes d'un autre groupe ethnique. Très peu de Béninois ont déclaré avoir été victimes ou harcelés et sur la base de leur ethnie, sur la base de leur religion, de leur sexe ou d'un handicap dont ils souffrent. Ce qui déjà est une bonne nouvelle pour une cohésion sociale. Et mieux encore, nous nous sommes rendus compte qu'au Bénin, les niveaux de tolérance se sont accrus entre 2014 et 2017. Si les Béninois jugent mal la performance du gouvernement en matière de promotion des droits des personnes handicapées, 94% des Béninois estiment que les filles et les garçons ont les mêmes chances d'aller à l'école. C'est comme s'il y a un acquis en matière d'égalité de genre au Bénin. Pour la plupart des Béninois, oui, les filles et les garçons ont le même accès à l'école, ce qui présage déjà des politiques qui ont été mises en place en matière d'éducation. Quand on a l'opinion des citoyens, ça permet déjà d'anticiper. Ça permet d'anticiper sur certaines réalités, ça permet de corriger des pratiques. Ce sondage, effectué sur 1200 Béninois, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3%, entend permettre aux décideurs d'apprécier le niveau de cohésion sociale et leur faciliter l'élaboration des politiques publiques. La conférence administrative départementale de Lomé-Plateau a été consacrée cette semaine à la vulgarisation du PAG. Les préfets du Plateau et de Lomé ont pris part à cette réunion. Le compte rendu avec Emilienne Fayomi. La conférence administrative tenue à la préfecture ce mercredi 17 mai s'est attelée à la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Objectif, s'imprégner du contenu des grandes orientations qu'il comporte, de la vision du PAG, afin de préparer les cadres et les responsables pour une meilleure dissémination. Certains d'entre nous ont pris également part à des ateliers sectoriels pour mieux s'imprégner du contenu du PAG. Mais nous avons fait le triste constat que nos actions en direction des communes et surtout de nos communautés à la base ne sont pas concertées. Raison pour laquelle nous avons décidé que nous fassions ce jour, au cours de cette conférence administrative, le point des grands programmes et projets de développement du PAG et dégager ceux qui sont retenus par secteur pour le compte des départements de Lomé et du Plateau. Le programme d'action du gouvernement, selon le communicateur, se donne pour objectif la restructuration du tissu social, la restauration de l'image du Bénin, la relance de l'économie nationale, la consolidation de l'état de droit et ce, sur les 3 piliers essentiels. Le premier axe, c'est l'assainissement du cadre macroéconomique et du maintien de sa stabilité. Le deuxième axe du deuxième pilier, c'est l'amélioration de la croissance économique. Et le troisième axe, l'amélioration des performances de l'éducation. Pour le troisième pilier, qui comporte 2 axes, il y a le renforcement des services sociaux de base et la protection sociale. Plusieurs personnalités étaient au cabinet du président du Conseil économique et social. Il s'agit entre autres de la présidente de l'ONG Défense sans frontières et de l'administrateur délégué du COTEB. On fait le point avec Huguette Rounello. La présidente de l'ONG Défense sans frontières est allée s'entretenir avec le président du Conseil économique et social sur les objectifs et programmes d'activité de son organisation. Au niveau de l'ONG, depuis quelques semaines, nous avons fait le tour des différentes prisons civiles du Bénin. Et le constat est ahurissant. Aujourd'hui, le président du CES nous a reçus. Nous lui avions fait le point. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, faire le plaidoyer nécessaire en direction surtout de l'État central pour qu'on améliore pas seulement les conditions de vie dans le milieu carcéral, mais qu'on améliore les procédures qui amènent les uns et les autres, les citoyens, vers le milieu carcéral. Préoccupé de la situation des désormais ex-employés du COTEB, l'administrateur délégué du complexe textile du Bénin est allé demander des conseils au président du CES. Pour demander au président du Conseil économique et social de faire tout possible pour nous ouvrir la porte de la présidence.
la haute autorité de l'État. Parce que ce problème, je le crois aujourd'hui, il a dépassé toutes les autres frontières. Et je pense que c'est le président de la République qui pourra dire ce qu'il faut faire. Ensemble avec le président de l'ONG Africa Perspective, le coordonnateur de l'ONG Bethesda est allé présenter un projet de traitement préventif des maladies non transmissibles au président du CES. Une délégation du syndicat du personnel administratif du ministère des Affaires étrangères était également au cabinet de Augustin Tabegbian. Daouda Draman et sa suite ont échangé avec le président du CES sur l'exercice de leurs fonctions au ministère des Affaires étrangères. Et puis, je l'annonçais en titre, la mairie de Soava, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une caravane de sensibilisation sur l'importance de la vaccination de l'enfant et de la femme enceinte. Elle s'associe aussi aux agents de santé afin d'atteindre toutes les cibles concernées. Francis Faton et Rachidatou Biomama y étaient. Voici leur compte rendu. Nous sommes ici à Soava et les vaccinations à l'endroit des enfants âgés de moins de 12 mois ne sont pas souvent respectées. De même, les femmes enceintes y ont très peu recours malgré les nombreuses prescriptions des sages-femmes. Cette caravane sur l'eau initiée par la mairie de Soava vient tenter de changer la donne. Le message d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour dire à la population, venez, nous sommes avec vous. Voyez vos élus locaux, ceux-là que vous-même vous avez élus. Si la vaccination est une mauvaise chose, ils ne vont pas être avec nous. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que la vaccination, au contraire, à ce que vous pensez, est une bonne chose. Plusieurs escales pour cette caravane sur l'eau, Soava, Ganvier 1 et 2, puis Veki. Et à chaque étape, c'est la satisfaction. Avant, les femmes accouchaient à la maison, parfois à l'hôpital. Mais avec la sensibilisation de l'UNICEF sur l'utilité de la vaccination, nos enfants sont désormais en bonne santé. Désormais, la vaccination n'est plus l'apanage des seuls agents de santé et c'est grâce au projet Initiative Vaccination Décentralisée, IVD en abrégé. C'est un projet qui a été mis en place par le ministère de la Santé, l'UNICEF avec son partenaire l'USAID pour appuyer 5 communes dans tout le Bénin dans le cadre de la communication afin que les populations puissent maîtriser, sortir et faire vacciner les enfants. L'appel est ainsi lancé et le maire de la commune de Soava, Sergio Hazoumen, espère qu'il sera entendu par tous pour une bonne santé de la mère et de l'enfant dans sa localité. Merci à vous, Rachidatou Biomama. Rencontre d'échange avec les artisans sur les opportunités offertes par le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, ce jeudi à Bomé-Calavi. Elle vise à informer les artisans de tous les corps de métier sur les conditions d'accès au financement du FNPEJ. Rebecca Kendiaoundé et Augustin Gbodou pour le compte rendu. Le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes dévoile ses opportunités à la jeunesse. Le FNPEJ a entretenu des jeunes artisans venus de 4 départements sur ces différentes offres et la procédure de leur financement. Dans sa mission de faciliter l'accès des jeunes porteurs de projets, il entend adopter une approche métier qui consiste à financer les jeunes ayant reçu une formation technique ou professionnelle. Les jeunes qui ont un savoir-faire, qui ont un diplôme, qui ont une qualification, tous les corps de métier qu'il y a dans le secteur de l'artisanat. Quand on a fini sa formation, on a besoin de ressources pour s'installer. Le FNPEJ s'efforcera de faciliter l'installation du maximum avec l'aide de vos responsables des structures fêtières comme la CNAB et surtout avec votre aide aussi, du moins ceux qui le souhaiteront. Il était également question au cours de cette rencontre d'entretenir les jeunes artisans sur la procédure d'accès au financement du FNPEJ, une initiative encouragée par les participants. Nous déversons plusieurs milliers de diplômés sur le marché, mais ceux-là n'arrivent pas à créer leur propre entreprise. Et c'est pour ces raisons nous trouvons que cette séance est une bonne séance parce que le fonds a accepté financer
les différents corps de métiers. Aujourd'hui, nous avons 311 métiers dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes est un dispositif gouvernemental de financement des jeunes porteurs de projets et micro-petites entreprises. L'Église du christianisme céleste se prépare à fêter avec faste ses 70 ans. La conférence de presse initiée en prélude à l'événement a permis aux hommes des médias de mieux s'imprégner de son histoire. Après 70 ans jonchés de soubresauts, c'est l'heure de la réunification. Émilienne Fayomi pour les détails. L'Église du christianisme céleste, née depuis septembre 1947, compte aujourd'hui plus de 60 millions de fidèles. Au Bénin, ils sont plus de 3 millions selon les statistiques dans 3800 paroisses. Selon le vénérat suprême évangéliste Jean Senou Kokoye, elle est d'inspiration divine. 20 mai 1947, jour mémorable de la vision d'Oshofa, mérite d'être célébré. L'Église du christianisme céleste est né à Porto-Novo le 29 septembre 1947. C'était un jour commémoratif de la fête de Saint-Michel que Samuel Bilou Joseph Oshofa, pendant qu'il était en prière avec des amis, a eu une vision. Et à travers cette vision, une mission lui a été confiée, celle de fonder l'Église du christianisme céleste. L'expansion de l'Église dans la vallée de l'Ouémé a conduit à l'évangélisation du Nigeria voisin, d'où la création à Makoko de la première paroisse. Le CC à travers les âges a été secoué après le décès d'Oshofa le 10 septembre 1985. C'est pourquoi le 110e anniversaire est placé sous le signe de la réunification. L'Église a connu quelques difficultés. Les fidèles de l'Église du christianisme céleste ont assisté impuissants à la bicéphalisation de la direction de l'Église avec la création de 2 pôles rivaux de coordination et de gestion au plan mondial. D'un côté, nous avons un bloc, le trustee du Nigeria, conduit par le révérend pasteur Alessandre Abiodun Bada. Et du côté du Bénin, au siège, nous avons le comité supérieur mondial de l'Église du christianisme céleste, conduit par le révérend pasteur Benoît Despoints-Agbaossi. Le top des festivités nationales sera donné par une grande caravane samedi 20 mai 2017. Le musée de plein air de Parakou offre une gamme d'objets culturels et cultuels dignes d'intérêt à travers une exposition permanente. Cependant, la soif de découvrir ce qui s'y trouve n'est pas la chose la mieux partagée par la majorité des Béninois. Les élèves et écoliers constituent les principaux visiteurs de ce lieu de conservation d'objets historiques de valeur. C'est le constat de Nouroudine Safara et de Kadnel Kakakou. L'une des curiosités de la cité des Kobourou est sans doute le musée de plein air. Espace plein air et lieu de rencontre des clubs d'amis pour prendre un pot, l'intérieur du musée de plein air de Parakou ne suscite pas la curiosité des adultes. Il faut avouer que la visite est vraiment rare. Il y a des périodes où il y a l'abondance des visiteurs, mais il y a des périodes où c'est pratiquement une période morte. Les périodes d'abondance de visiteurs sont celles des visites pédagogiques ou des vacances où élèves et écoliers viennent découvrir le trésor que cache le musée de plein air de Parakou. J'ai vu les habits, ce que le roi utilisait. J'ai vu les fossiles. J'ai vu les outils et des tam-tams, des tabourets et les pagnots, des baribas, des indis et des peuls. On nous parle de ça en histoire. Et maintenant, je suis venu voir ça. Le musée de Parakou peut encore attirer du monde s'il bénéficie d'un projet de réhabilitation et de valorisation des vestiges du passé et des collections à valeur artistique ou didactique. Nous n'avons jamais bénéficié d'un projet en tant que tel pour redynamiser, pour réhabiliter ou pour apporter un plus. Franchement, rien, parce qu'en réalité, même si nous disons que Parakou n'est pas une ville touristique comme c'est le cas avec Nantitengo et Ouida par exemple, ben si un effort était fait pour que le musée puisse avoir des activités attractives,
on n'attendrait pas forcément des expatriés pour que le musée soit animé. Dans le cadre de la Journée internationale des musées, le musée de plein air de Parakou sera ouvert au public les jeudis 18 et vendredi 19 mai 2017. Une note de sport avant de boucler cette édition. Une nouvelle médaille pour le Bénin au 4e jeu de la solidarité islamique en Azerbaïdjan. Il s'agit de l'or décroché par Odile Arouanou au 100 mètres raie. Cette performance porte à 2 le nombre de médailles du Bénin à ces jeux. Blaise Adanko nous en fait le récit. Le drapeau du Bénin, désormais hissé haut dans le ciel de Bakou, Odile Arouanou a décroché la médaille d'or au 100 mètres raie avec un chrono de 13 secondes 55 centièmes. L'athlète béninoise a surclassé la Turque Baltassi Nevinyanit et la Malaisienne Raja Alzar. Cette performance intervient au lendemain de celle réalisée par sa compatriote Noélie Yarigo, sacrée médaille de bronze aux 800 mètres le mercredi. Un peu plus tôt dans la matinée du jeudi, au taekwondo, Rostand Kiki n'a pas longtemps tenu dans le combat face au Saoudien Alas Mari Ghazi, défaite du Béninois 25-13. Ce vendredi, l'athlète Roméo Ntia fera son entrée en lice au saut en longueur chez les hommes et samedi, le jeune Ézéchiel Adandé sera sur le tatami du Wushu. Avec cet exploit d'Odile Arouanou, le Bénin porte à 2 le nombre de médailles remportées à la 4e édition des Jeux de la solidarité islamique. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et très bonne suite des programmes sur l'ORTB. Thank you.